Iran, le président Bani Sadr mis à l'écart par Khomeini. Pologne, Stanislav Kania confirmé malgré le veto de Moscou. François Mitterrand aux socialistes, ne vous laissez pas griser par le succès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il a fait si beau sur la plus grande partie du pays, notre cœur est si léger, enfin en principe, qu'en cette avant-veille d'élection, nous avons envie de savoir si cela va continuer. Et Alain Gillot-Pétret est comme le soleil aujourd'hui, il est radieux. Plus que ça, c'est même le nirvana du météo. Mettez-vous à ma place, ce n'est pas drôle de vous annoncer tous les jours qu'il pleut. Alors pour une fois, en un mot commençant, ça durera ce que ça durera, mais effectivement, c'est le début de l'été. Les températures relevées à 14 heures par la météo nationale sous abri vous le prouveront, sauf près des côtes de la Manche où il pleuvait. Ailleurs, largement plus de 20 degrés, voire 30, tout à fait au sud du pays. Ce n'étaient là que les températures de 14 heures, car avec le soleil de l'après-midi, elles ont certainement monté. Que va-t-il se passer demain? Eh bien, nous allons le comprendre avec notre carte isobarique qui va se découvrir devant vous. La voilà. Vous vous souvenez qu'hier, j'étais d'une extrême prudence quant à cette dépression qui devait passer au nord-ouest, ça c'est fait, mais qui pouvait aussi rentrer davantage au nord du pays. Elle ne l'a pas fait, fort heureusement, grâce à cet anticyclone qui l'a repoussé au nord. Cet anticyclone est assez costaud, il restera ici demain, après-demain, voire même dimanche, nous apportant de l'air chaud venu d'Afrique et dégageant le ciel de ces nuages. Le baromètre alors sera partout en hausse. La prévision pour demain, vendredi, comme vous le constatez, beau temps sur presque tout le pays, tout de même quelques nuages au nord-est de la France et sur le nord des Alpes. Et en poussant la prévision à son maximum de pessimisme, quelques gouttes de pluie au nord-est et quelques orages sur les Alpes. Pour le samedi-dimanche, la tendance, eh bien, je ne peux pas mieux me faire comprendre qu'en vous montrant ceci. Voilà, du soleil partout. La prévision de température pour demain, région par région, d'abord au nord et à l'est, Douai, Saint-Malo, Paris, Strasbourg, doux le matin, chaud l'après-midi. Au centre, Dijon, Issoudun, Volvic, Lyon, doux le matin, chaud l'après-midi. Enfin, au sud, Bordeaux, Biarritz, Marseille, Perpignan, Bastia, chaud le matin, très chaud l'après-midi, puisque l'on ira vers les 30 degrés. Enfin, notre éphéméride rapide pour demain, vendredi 12 juin, le soleil, son lever et son coucher, et la fête de tous les Guy. Voilà, maintenant, l'actualité de ce jeudi 11 juin. Tremblement de terre en Iran, 3000 personnes seraient sous les décombres depuis ce matin dans la ville de Golfa, dans le sud du pays. Il y aurait plus de 1500 morts. Le séisme atteignait le chiffre de 6,8 sur l'échelle de Richter. Des difficultés supplémentaires également pour le pouvoir en Iran, dont on ne sait plus guère où il se trouve. Une certitude, il n'est plus de la présidence de la République. Tout à l'heure encore une manifestation contre le chef de l'État, M. Bani Sadr, avec même des demandes de mise à mort. Jacques Abouchard explique le processus qui a abouti à cette dégradation. Dans ce baisement de Bani Sadr à Khomeini, il y avait tout le respect dû par le président iranien nouvellement élu au guide suprême de la révolution islamique. C'était en 79 et déjà Khomeini devait arbitrer entre le libéralisme de Bani Sadr et l'intégrisme des religieux. La guerre déclenchée entre l'Iran et l'Irak en septembre dernier renforçait provisoirement la position de Bani Sadr. Chef des armées, il multipliait les visites au front. Mais à Téhéran, la crise se développait. Le Parlement et le gouvernement, dominés par les religieux, menaient une véritable guérilla politique contre Bani Sadr. Critiqué, désavoué, relevé de son poste de chef des armées par Khomeini, le président iranien a lancé un appel à la résistance contre la dictature. Ses partisans sont descendus dans la rue, ses adversaires également. Les risques d'affrontements sanglants se précisent. Pour Bani Sadr, c'est peut-être le commencement de la fin, c'est-à-dire la destitution à brève échéance. Un accident dans le métro de Moscou, au moins 7 morts à la suite d'un incendie gigantesque à la station Octobre. On n'en sait pas plus pour le moment. Afghanistan, 3 MiG de l'armée de l'air afghane ont lancé un raid. Au Pakistan, ils ont tiré des roquettes sur un autobus. Pologne, enfin, Stanislav Kania a gagné devant le 11e plénum du Parti ouvrier unifié. Ses thèses modérées de concertation avec Solidarité, donc, l'ont emporté sur celle des durs. Mais, Georges Bortoli, le problème reste entier pour Moscou. Oui, ce que nous venons de voir à Varsovie ressemble beaucoup à un défi polonais à l'égard de l'énorme URSS. Qu'est-ce qui s'est passé, en effet? Bon,
Moscou a demandé, plutôt exigé, soyons clairs, le départ des dirigeants polonais que le Kremlin considère comme pas capable d'enrayer la montée de ce que nous appelons, nous, libéralisme et que Moscou appelle anarchie. Dans une lettre même pas confidentielle, d'ailleurs, tout le monde la connaît, Moscou demande le départ, notamment de messieurs Kania et du général Jaruzelski. Là-dessus, le comité central du parti se réunit. Et on sait que dans ce comité central, il y a une majorité de gens qui sont fidèles à Moscou. Donc, direz-vous, dans ces conditions, le comité central va limoger Kania et Jaruzelski. Eh bien, pas du tout. Ils sont toujours là. Ils sont là après une bataille de procédure qui a été terrible, qui a duré 2 jours, mais ils sont toujours là. Donc, à cette réunion du comité central, Moscou a joué ouvertement la carte des durs et Moscou a perdu. Ce qui est à dire que la libéralisation va se poursuivre tout doucement, très très prudemment, mais qu'elle va se poursuivre avec comme couronnement le congrès qui va se réunir le 14 juillet. Cela dit, vous n'excluez pas la possibilité d'un incident, d'une provocation quelconque? Non, il peut se passer des choses d'ici le 14 juillet, mais il faut savoir que s'il y avait un incident, une provocation qui permettent de jouer la carte de la force, cette carte de la force serait très difficile à jouer, parce qu'il y a tout de même pas loin de 10 millions de membres de Solidarité, et qui sont maintenant partout, dans tous les rouages de la Pologne, y compris la police et l'armée d'ailleurs. Italie, c'est un bleu, entre guillemets, qui a été chargé de former le nouveau gouvernement italien après l'échec de M. Forlani. Giovanni Spadolini n'est venu que tard à la politique, il y a une dizaine d'années. Il était jusqu'alors ministre de l'Instruction publique. Les suites du bombardement de Tammuz, réunion du Conseil de sécurité demain soir pour examiner la plainte de l'Irak et suspension par Washington de la livraison des F-16 à Israël. Allemagne, toujours des difficultés économiques à tel point que le chancelier Schmitt a fait une entorse à ses sacro-saints principes de libéralisme en limitant l'importation des voitures japonaises. Michel Meyer. Avant de prendre place sur le marché allemand, nous avons soigneusement analysé les besoins et les goûts des Allemands. Avec nos prix, c'est la base de notre succès et de celui des voitures japonaises. L'allemand du responsable de Mazda en Allemagne est nettement plus hésitant que ses arguments. L'homme est sûr de son affaire, de l'efficacité, de la durée de sa percée sur le marché automobile d'outre-Rhin. De fait, les petites japonaises qui affluent par bateau entier dans les grands ports de la mer du Nord tiennent déjà plus de 12% du marché automobile, ce qui a placé l'industrie ouest-allemande dans une situation très délicate. Les Allemands ont donc demandé grâce et ils ont obtenu des Japonais qu'ils plafonnent cette année à moins de 280 000 le nombre des voitures exportées en Allemagne fédérale. Helmut Schmitt, qui ne s'était pas privé de critiquer un accord de même nature entre Américains et Japonais, dit ici à la télévision de Hambourg qu'il ne s'agit pas d'un accord à proprement parler. Il se prononce dans le même temps contre toute atteinte au libre-échange. En fait, Helmut Schmitt n'est pas très à l'aise sur ce dossier, car cet accord de facto est un accroc avec une philosophie de liberté totale des échanges que les Allemands défendaient toujours à 150%. Cette rencontre entre le premier japonais Suzuki et le chancelier Schmitt est donc un signal qui marquera une sorte de repli économique défensif des Allemands sur leurs terres, cela sous les assauts des Japonais. C'est dire si les professions de foi anti-protectionnistes des deux chefs de gouvernement avaient aujourd'hui à Hambourg des allures plutôt artificielles. Les affaires françaises maintenant, avec un anniversaire symbolique pour le nouveau gouvernement, le 10e anniversaire du congrès d'Épinay. Pierre Mauroy y a dit que son cabinet y était là pour durer. Jusqu'alors, a-t-il dit, la gauche, lorsqu'elle parvenait au pouvoir, était prise par le temps. Tel ne sera pas notre cas, a dit le Premier ministre. François Mitterrand, lui aussi, a lancé un appel lu pour les congressistes par Nicole Questiot. Ne vous laissez pas griser par le succès, leur a-t-il dit. Alors pour mieux comprendre la valeur sentimentale de cet anniversaire, Bernard Pardino nous rappelle ce que furent le congrès et surtout la ligne d'Épinay. Ce congrès d'Épinay en 1971 restera celui de l'unité socialiste, faite autour d'un François Mitterrand qui pourtant assistait à cette réunion d'un millier de délégués avec une petite troupe d'une centaine de conventionnels, ceux de la Convention des institutions républicaines. Les débats du congrès portaient sur la réforme des structures du parti, il va s'appeler Parti socialiste à partir d'Épinay, et sur la nature des rapports avec le Parti communiste. Alain Savary, qui dirigeait jusqu'alors le parti, allait être battu par François Mitterrand, aidé par Gaston Defferre, Pierre Mauroy et Jean-Pierre Chevènement.
François Mitterrand devenait premier secrétaire du Parti socialiste sur une ligne politique qu'on appelle encore la ligne d'Épinay, c'est-à-dire une volonté tranchée de rejeter tout compromis avec les idées ou les alliances capitalistes, une autre volonté, pour accéder au pouvoir, celle de faire du Parti socialiste un parti fort, amenant ainsi le Parti communiste à une union de la gauche plus équilibrée. Et c'était donc, vous l'avez vu sur ces images, il y a 10 ans. François Mitterrand, qui ce matin s'était rendu au PC souterrain de dissuasion de Taverny, visite sans caméra bien sûr, il a assisté à un exercice mettant en œuvre les forces nucléaires stratégiques. Son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, était en campagne hier et aujourd'hui, mais pas pour lui, pour son successeur à la mairie de Chamalières, Claude Wolff. Jean-Michel Mercurol a suivi donc ce reportage dans la préparation des législatives. Clermont-Montagne, deuxième circonscription du Puy-de-Dôme. Ici se déroule une campagne pas tout à fait comme les autres. Valéry Giscard d'Estaing parcourt les routes du pays, de salle des mariages en maison du peuple. Il ne manque presque aucune des réunions électorales du candidat UNM Claude Wolff. Ce siège de député, l'ancien président de la République l'a occupé pendant 18 ans. Volontairement muet aujourd'hui, il observe, sourit, s'intéresse, mais délaisse en souriant les micros qui se tendent. Au candidat et à son suppléant de répondre, d'argumenter, de se battre, Valéry Giscard d'Estaing, lui, n'apporte que sa présence amicale. De rencontre en promenade, tout se passe comme si l'ancien président voulait mesurer la réaction des Français à travers celle des Auvergnats qu'il retrouve. Période de réflexion, quelques semaines, quelques mois. À mots couverts, on semble deviner déjà qu'à l'automne, Valéry Giscard d'Estaing compte bien reprendre quelque initiative. Pierre Poujade appelle à voter socialiste aux 2 tours des législatives. L'ancien président de l'Union de défense des commerçants et artisans venait d'être reçu par François Mitterrand. La suite maintenant de notre tour de France des circonscriptions. Aujourd'hui, 2 cas intéressants. Le premier choisi par Serge Mistret dans les Vosges, à Saint-Dié. 3 candidats essentiellement. Le 17 février, on a une réunion du comité central de l'entreprise. Et comme je suis secrétaire de la section syndicale et du comité central de l'entreprise, on va en réunion comme habituellement et le patron, et en présence du syndic, maître de l'AD de Saint-Dié, nous annonce qu'à partir du 22 février, l'entreprise ferme ses portes et les 325 salariés des 2 entreprises se retrouvent licenciés. Après 20 ans d'exercice dans la profession, le patron décide de licencier ces 325 personnes après les avoir exploitées pendant 20 ans, tout simplement. Dans les Vosges, depuis 1 an, 40 entreprises ont dû mettre la clé sous la porte. En parcourant les ateliers silencieux de son usine, Philippe Godet espère. Depuis le 10 mai, il espère que tout va redémarrer. Comme espèrent les quelques 12 000 chômeurs de l'industrie textile vosgienne, un secteur clé de l'économie du département, touché par la crise la plus grave de son histoire. Christian Pierret, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale et député sortant, a fait du sauvetage du textile son cheval de bataille. Pour lui, la solution du problème doit être nationale. Comment sont traités les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans? Ils sont considérés comme trop jeunes pour travailler. Et quand vous avez au-delà de 45 ans, vous êtes considérés comme trop vieux. Est-ce qu'on peut accepter une société comme ça? Est-ce qu'on doit, oui ou non, dire non aux gens qui ont conduit le pays dans cette situation? Il faut qu'on soit tous au coude à coude de telle façon que cette victoire que nous avons voulue, que nous avons arrachée pour Mitterrand, nous l'arrachions encore contre la droite et contre Stoléru le 14 et le 21 juin prochain et que nous gagnions définitivement la victoire. Voilà ce que c'est une véritable politique. Voilà ce que c'est. Écoutez, on compte sur vous, hein. Oui, bah. Faut qu'on la gagne, cette bataille. Hein. Lorrain d'origine, énarque et économiste de formation, Christian Pierret a profité des querelles de la droite pour se faire élire en 78 contre Lionel Stoléru, dont le parachutage à Saint-Dié a été mal accueilli par le RPR. D'ici quelques jours, vous me téléphonez, on prend rendez-vous et puis on se voit. Ça, oui. D'accord. On peut goûter une phrase ou pas? Allez-y. Dites, monsieur le maire. Sur le même marché, à quelques heures d'écart, Lionel Stoléru, membre du gouvernement sortant, un homme qui a fait toute sa carrière dans le sillage de VGE. Polytechnicien, économiste lui aussi, il a réussi à se faire élire au Conseil général après sa défaite de 78. Lionel Stoléru, qui se souvient de son secrétariat d'État au travail manuel, va volontiers voir les ouvriers.
Depuis 3 ans, mon adversaire n'a rien fait, dit-il. Mais comme lui, il pense que la solution de la crise du textile doit être nationale. Alors, je vais apporter un petit peu de lecture, pas pour maintenant, mais pour ce soir, lorsque vous serez tranquille, pour votre information. Nous respectons le choix de François Mitterrand comme président de la République et nous demandons de lui donner une majorité modérée au Parlement de façon à équilibrer la politique du gouvernement. De toutes les forces de la France, a dit François Mitterrand, eh bien pour notre région, l'équilibre, c'est Mitterrand président, Stoléru député. Le 10 mai, VGE l'a emporté dans les Vosges, mais d'une courte tête, en perdant beaucoup de terrain. Et Lionel Stoléru n'ignore pas que le vote des chômeurs risque, cette fois-ci, de faire la différence. Oui, et n'oublions pas un troisième candidat important, Christian Staff pour le Parti communiste. Deuxième circonscription pour ce soir, je serais tenté de dire deuxième duel, Châtellerault dans la Vienne. Jean-Pierre Ablin, député sortant, y affronte Édith Cresson, le nouveau ministre de l'Agriculture. Les deux adversaires se connaissent bien. Édith Cresson avait même déjà ferraillé avec le père de Jean-Pierre Ablin. C'est un reportage de Jean-Louis Calmejane. Anglier, en ce lundi de Pentecôte, c'est traditionnellement la fête des chasseurs. Dans la deuxième circonscription de la Vienne, c'est le monde rural et agricole par excellence qui se retrouve ici pour la fête. On n'a pas du tout l'impression que le premier tour des élections législatives va avoir lieu dans 6 jours. Aujourd'hui il pleut, mais hier il faisait beau. Et le maire d'Anglier s'empressait de ramasser son foin avant la pluie. Lui savait que demain, il y aurait beaucoup de monde à Anglier. Le lundi de la Pentecôte d'Anglier est une foire sensationnelle qui attire beaucoup de monde. Et je crois que ce sera l'occasion de tous les candidats de venir serrer les mains et ils tâcheront de trouver chacun leur client, quoi. En effet, les principaux candidats étaient là, commencé par Jean-Pierre Ablin, le candidat de l'opposition, député sortant. Son principal adversaire est Édith Cresson, le nouveau ministre de l'Agriculture. Il la connaît bien, son père et lui le rencontraient déjà 4 fois. Ça fait effectivement 6 ans que dans cette circonscription, il y a des duels Cresson-Ablin, puisque Mme Cresson a été battue 4 fois. 2 fois par mon père et 2 fois par moi-même. Donc il est normal qu'il y ait une certaine notoriété sur la circonscription de Châtellerault, et je crois que ça peut intéresser les gens. Et le fait de vous retrouver contre un ministre cette fois-ci, ça n'enlève rien à votre combat? Je ne crois pas. Les ministres de l'Agriculture, je ne crois pas que la crédibilité de Mme Cresson en tant que ministre de l'Agriculture passerait bien parmi les paysans. Les agriculteurs, Édith Cresson, candidate du PS, est venue à leur rencontre à Anglier. Paradoxalement, elle est ici sur un terrain difficile. Il y a quelques jours, Alain Bombard a envisagé la suppression de la chasse à courre. On va vous chasser à courre, puisque nous n'aurons plus le droit de chasser le lièvre, ni le cerf, eh bien, nous vous chasserons à court. Je vous attends. Oui, madame. Mais vous savez, nous n'avons pas peur. Pas du tout, au contraire. Nous serons charmés d'arriver à l'Alali. Il y a toujours eu dans la droite un certain nombre d'excités qui se comportent de cette manière envers les femmes. Lorsque ces femmes sont des ministres de la République, eh bien, ils ne l'admettent que très difficilement. Il va falloir qu'ils s'y fassent. Et je crois que devant ce type de réflexion, eh bien, les électeurs, et en particulier les électrices, apprécieront. Aux dernières élections présidentielles, François Mitterrand a dans cette circonscription pour la première fois devancé Valéry Giscard d'Estaing. Et le thème central de la campagne d'Édith Cresson, c'est surtout le changement. Il y a ceux qui font un combat un peu d'arrière-garde et puis qui prétendent qu'il faut que l'Assemblée nationale soit d'une coloration différente de celle du président, alors que pendant 20 ans, ils ont dit le contraire. Troisième candidat, enfin, présent ce lundi à Anglier, Paul Fromonteil, le candidat du Parti communiste. Certains disent de lui qu'il peut arbitrer le duel Cresson-Ablin. Mais lui, personnellement, pense plutôt à une victoire totale de la gauche, ici dans cette circonscription. Toutes les conditions existent pour que la gauche l'emporte et que, par exemple, la circonscription ait un ministre socialiste et un député communiste. Restent 3 candidats, Dominique Noble pour le PSU, Jean-Claude Serre pour le Parti des Forces Nouvelles et un candidat d'hiver gauche, Guy Gouillet. Ils n'étaient pas à Anglier ce jour-là, mais croyaient-ils encore à leur chance? Puisque nous avons parlé agriculture, sachez que pour 80, le revenu aura baissé de 6,4% en moyenne par exploitation. D'une manière générale d'ailleurs, la Commission des comptes de la Nation, faisant le bilan de l'année 80, parle d'une baisse du pouvoir d'achat en France, d'une croissance faible et d'un chômage record. La bourse a rechuté à nouveau. Aujourd'hui, le franc est lui hésitant.
Les petites phrases de la campagne, pour l'UDF Michel Pinton, qui le dit dans la Croix d'aujourd'hui, le changement désormais c'est le centre. Et pour le RPR Jacques Chirac, qui l'a dit à Lyon, attention, aujourd'hui on fait des cadeaux, demain on présentera la note, elle sera très supérieure aux quelques mesures fiscales intéressant les hauts revenus. Toujours dans la campagne électorale, régulièrement remis sur le tapis le problème de l'enseignement privé, Dominique Laury a voulu ouvrir le dossier avec le nouveau ministre de l'Éducation, Alain Savary. Ils n'ont pas parlé que de cela. Première préoccupation pour le nouveau responsable, assurer une bonne rentrée scolaire. Nous n'allons pas tout chambouler, tout modifier pour cette rentrée, simplement appliquer ce qui a été décidé avec des moyens qui permettent d'en pallier les inconvénients. Car après les fermetures de classes, les suppressions de postes qui avaient été décidées par le gouvernement précédent, il y a beaucoup d'ordres à remettre. Il faut à la fois maintenir dans les départements les moyens qui leur étaient retirés et également y placer de nouveaux moyens pour faire face aux besoins nouveaux ou aux besoins anciens qui n'avaient pas été satisfaits. J'ajoute aussi que notre préoccupation est de résorber l'auxiliariat, donc ces postes seront des recrutements de titulaires avec les meilleures conditions de garantie de qualité et en même temps d'efficacité et de rapidité. Monsieur le ministre, vous le savez, il y a un problème d'actualité, on peut même dire d'actualité brûlante. Malgré les déclarations du Premier ministre, les vôtres dernièrement, l'inquiétude continue à se développer dans l'enseignement libre. Je crois qu'il y a un aspect politique à cette affaire. Dans l'état de désarroi où est la majorité sortante, elle veut faire feu de tout bois. Et je trouve qu'il n'est pas bien de mêler des problèmes aussi graves que l'éducation et l'avenir des enfants à une bataille politique. Mais vous dites que tout sera négocié, mais est-ce que vous ne pensez pas que négocier quand l'objectif est l'intégration, ce n'est pas un peu fausser les cartes quand même? Prenez les mots tels qu'ils ont été exprimés par le président de la République. Et dans ce cadre très général, il y a la place pour des solutions adaptées, par exemple, à la volonté de décentralisation du gouvernement, à la volonté de prendre en compte les problèmes spécifiques des régions, des pays, des ethnies, des langues, et également de la diversité que nous souhaitons permettre dans ce pays. Unifier, ça ne veut pas dire uniformiser, et je suis convaincu qu'au fur et à mesure que la discussion se poursuivra, les fausses querelles disparaîtront. Monsieur le ministre, un dernier mot. Depuis une dizaine d'années, c'est un peu la tradition dans notre pays, chaque ministre a dans son tiroir une réforme. Est-ce que vous en avez une? Je n'ai aucune réforme dans aucun tiroir. On a trop secoué l'éducation de ce pays par des modifications constantes, souvent mal étudiées, appliquées ou mal appliquées. Il faut que nous fassions un bilan de l'état des choses et ensuite reprendre point par point, dans la cohérence, mais sans trop de prétention, de telle manière qu'après avoir passé la rentrée, qui est l'objectif premier, il y a quelques mois pour cela, nous déterminions dans la discussion et le dialogue ce que doit être le grand service de l'éducation de ce pays. La Chambre de contrôle de la Cour de sûreté de l'État a ordonné aujourd'hui la mise en liberté de 12 détenus. Il y a 8 Corses en instant d'être jugés, l'instruction les concernant étant terminée. Et puis il y a par ailleurs un Corse et 3 Bretons qui, eux, ont déjà été condamnés, mais leur pourvoi n'a pas encore été examiné. Il y a eu un problème tout à l'heure à la prison de Fleury-Mérogis. 2 surveillants ont été séquestrés par 4 de ces détenus corses dont la libération avait été prévue, mais qui souhaitaient qu'un 5e de leurs camarades soit libéré avec eux. Il s'agit de Serge Kachari, 29 ans, donc ils refusent pour l'instant de quitter la prison alors qu'ils sont officiellement libérés. Et ils ont de plus, je vous le dis, séquestré 2 surveillants à la prison de Fleury-Mérogis. Nos reporters sont partis. Je pense que dans notre dernier journal, nous devrions avoir de nouvelles informations sur cet événement. Puis aujourd'hui, une délégation a demandé au ministre de la Justice une amnistie totale pour les prisonniers politiques bretons. Autre manifestation depuis 1 heure à Paris pour protester contre les 3 attentats anti-arméniens commis récemment dans la région parisienne. Manu France redémarre. Le président de la société, Bernard Tapie, est arrivé à un accord avec la coopérative ouvrière de production, un accord qui permettra une relance avec 700 personnes dans l'immédiat, 1000 dans un deuxième temps.
Un avion solaire, bientôt au-dessus de la Manche. En principe, c'est pour dimanche. Son pilote, Paul McGrady, est déjà celui qui a relié l'Angleterre à la France en avion à pédales. Gérard Dalmaz l'a suivi dans ses derniers préparatifs. Le voici, cet avion solaire déjà fameux. Et justement fameux, car faire décoller à la seule force des rayons ce planeur de cellophane, 130 kg, pilote poids-plume compris, c'est une performance considérable. Bien sûr, c'est un défi poétique, mais c'est surtout un appareil très perfectionné. Les ailes sont couvertes de 16 128 cellules photoélectriques qui captent le rayonnement solaire, le transforment en énergie électrique qui alimente un moteur électrique qui, à son tour, fait tourner les vis. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de stockage d'énergie. L'avion solaire, ça n'est qu'un symbole. Oui, il n'y a pas d'utilisation pratique possible pour l'instant de l'avion solaire. C'est un appel au monde pour l'utilisation de cellules solaires comme source d'énergie valable. Hélice dessinée par ordinateur, radio reliée aux aiguilleurs du ciel, matière plastique de pointe pour la cellule, et pourtant le Solar Challenger a été inspiré par le vol des faucons. Alors, son pilotage est-il très particulier? Cet avion n'est pas toujours facile à manier au décollage quand il y a un manque de soleil, donc un manque de puissance. Mais en vol, il a exactement les mêmes réactions qu'un autre appareil. Vous faites 40 kilos, vous devez donc avoir un régime de jockey pour ne pas grossir. J'avoue que c'est bien difficile de tenir mon régime en France où la cuisine est tellement bonne. Alors, Janice Bourne fera la diète avant le raid Paris-Londres, car ce petit bout de femme doit strictement s'en tenir à ses 42 kilos tout habillé. Le Solar Challenger, 90 kilos, tirant à fond sur ses 3500 watts pour décoller, même si c'est pour un saut de puce façon Clément Ader. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'il a tenu plus de 8 heures à 60 à l'heure, il y a un mois en Californie. Reste l'inconnu soleil, car le Solar Challenger a besoin d'une grosse tempête de ciel bleu pour jouer à la libellule. Pour ce qui est maintenant d'Air Transat, eh bien, les recherches de l'avion disparu, le numéro 110, Piper Comanche, se poursuivent. Pour l'instant, elles ne sont pas abandonnées, mais le mystère se poursuit également. On ne sait absolument pas où a pu amérir ou atterrir, même éventuellement, cet avion. Du côté maintenant de la transatlantique à la voile, j'ai à l'instant le tout dernier classement. En tête toujours Che Blythe devant Robin Knox-Johnson, son compatriote anglais. Derrière, vous avez Michael Birch, le Canadien, un Italien, Martinoni, et puis un paquet de Français, Marc Pajot, Rigidel avec Coste, Olivier de Kersauzon, et Pesti, Malinowski et Florence Artaud vers la 10e position. Pour ce qui est maintenant du midi libre, c'est-à-dire de cyclisme, eh bien, 3 jeunes Français qui ont bien démarré la première étape. Rodriguez devant Martinez et Levavasseur. Le 4e est Ludo Peters. Et puis un très beau record du monde pour Sebastian Coe, le Britannique, champion olympique du 1500 mètres. Hier soir à Florence, il a amélioré de 6 dixièmes de seconde son propre record du monde du 800 mètres. Coe, qui avait bénéficié de l'aide de ce qu'on appelle un lièvre pendant les 300 premiers mètres, a lâché tous ses rivaux et a parcouru tout seul les 500 derniers mètres. Il a réalisé 1,41,72 centièmes. L'ancien record était de 1,42,33 centièmes il y a 2 ans. C'est un très beau record. La saison commence à peine et le Britannique est déjà en très grande forme. Il n'a pas caché son intention de descendre maintenant au-dessous de la minute 40 secondes. Ce sera peut-être dès cet été en Scandinavie. Je vous laisse voir sa très belle fin de course et donc ce nouveau record du monde du 800 mètres. Le tiercé, maintenant, il fallait jouer le 20, le 8 et le 19. Pour 5 francs, vous le voyez, cela vous rapporte 2932 francs 50. Et dans un ordre différent, 586 francs 50. Un rappel également de ce que nous disait tout à l'heure Alain Gillot-Pétret au tout début de ce journal. Il va faire beau, très beau dans les 3 prochains jours, donc jusqu'au jour du vote. C'est une très bonne nouvelle.
Dernier journal, Patricia Charnelet, un tout petit peu avant minuit, à 23h55 en principe. Et puis demain, Antenne de Midi recevra un artiste dramatique, metteur en scène, directeur du nouveau Théâtre National de Marseille. Je souhaite à tous une excellente soirée et j'espère vous retrouver demain à 19h35. Bonsoir à tous.